les bombes étaient encore fumantes, que des agents de l'immobilier, du real estate américain étaient déjà en train de signer des contrats après la guerre du Kosovo pour reconstruire une partie de ce qui avait été bombardé. Donc le projet Trump, c'est bien sûr un projet essentiellement économique, la Riviera, faire de Gaza une zone de développement technologique et aussi une zone de real estate, d'immobilier. Qu'en est-il du plan Trump pour Gaza? Nous sommes dans une phase extrêmement compliquée. Il est clair qu'on ne peut pas dire que l'accord ait fonctionné. Il est encore trop tôt pour dire qu'il a totalement échoué. Je m'explique. Il y a quand même une décélération, il y a une déconfliction relative. Un certain nombre de Gazaouites ont pu retourner chez eux. Le retrait d'Israël n'est pas total, puisque une partie de la bande de Gaza continue à être occupée. Mais il y a tout de même un retrait important qui a mis fin à l'opération de destruction totale du Hamas qui impliquait la prise et le contrôle total par Tsahal de Gaza City et d'autres points où sont retranchées les dernières équipes dirigeantes, entre guillemets, de ce qu'il reste du Hamas. Il est vrai que depuis la signature de cet accord que Trump a présenté comme un accord merveilleux qui mettait fin à plus de 40-50 ans de conflit, nous sommes encore très très loin même de commencer la deuxième phase. On n'a même pas rempli la première phase qui est la libération des otages. Les otages vivants ont été libérés et les otages morts, alors là c'est un peu glauque mais il faut aborder le sujet, les otages morts non seulement ne sont pas rendus parce que le Hamas ne joue pas vraiment le jeu, mais le problème que l'on a c'est que le Hamas aujourd'hui n'est même pas en mesure de rendre tous les corps. Certains ne sont pas rendus exprès, d'autres, et là, c'est un peu glauque, mais on sait que d'autres corps sont en morceaux. Alors c'est encore plus glauque que ce que vous croyez. Un certain nombre de corps, donc de personnes qui sont mortes, certains ont été enterrés, d'autres ont été vendus par morceaux. Par exemple, on a retrouvé une tête d'un corps dans un groupe qui l'avait acheté à un autre groupe, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi plusieurs groupuscules, et certains membres, certaines parties du corps ont été retrouvées chez un groupe et un autre groupe, et souvent au terme d'un trafic lugubre d'avoir un bout de corps, parce que ces groupes savent très bien que pour les Israéliens, récupérer un corps mort est extrêmement important, et les Israéliens sont prêts à libérer des prisonniers palestiniens vivants en échange de corps ou même de bouts de corps morts. Ça paraît étonnant, mais Israël a toujours voulu donner aux familles la possibilité de retrouver les cadavres des otages qui sont morts ou des différents soldats qui ont été tués dans le cadre de conflits avec les Palestiniens. Donc la remise des otages morts est soit entravée par le Hamas qui joue au compte-gouttes, soit rendue impossible par le fait que plusieurs groupes ont des bouts de corps ou des corps qu'on ne retrouve pas. Dans ce contexte, les Turcs et les Qataris se sont proposés d'aider le Hamas à envoyer des experts pour reconnaître des corps et pour essayer d'utiliser les technologies poussées pour identifier des corps et les restituer. 13 corps ont été restitués, il en reste encore au moins plus du double. Donc l'accord conclu par M. Trump est entravé par le processus de restitution des corps, mais le Hamas promet qu'il va continuer à restituer ceux qu'il arrive à reconstituer, à retrouver. Mais d'un autre côté, l'accord a été violé à plusieurs reprises, puisque du côté des Palestiniens de Gaza, des Gazaouites, et notamment des groupes du Hamas et du djihad islamique, il y a eu de nombreuses exécutions de personnes. Pour nos auditeurs, il faut savoir qu'à Gaza, il y a 30 à 35% d'habitants qui sont composés de familles, de clans, de tribus traditionnelles arabes qui ont toujours opéré des activités de contrebande et qui n'ont plus la direction du pays depuis que le Hamas avait pris le contrôle de Gaza, qui était un contrôle séparé de l'autorité palestinienne. N'oublions jamais que Gaza, depuis 2005-2007, n'est plus sous contrôle de l'autorité palestinienne. Or, quand on reconnaît la Palestine, quand Macron reconnaît la Palestine, ou quand Macron et Ben Salman, Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, ont fait la déclaration de New York à l'ONU cet été, qui a été adoptée par tous les pays de la Ligue arabe et par de nombreux pays de l'ONU,
eh bien, on est dans une logique de reconnaissance de l'État palestinien qui est incarné par l'autorité palestinienne, donc les anciens de l'OLP, le Fatah, Mahmoud Abbas. Donc l'autorité palestinienne, Gaza sont deux entités différentes puisque Gaza n'est toujours pas reprise en main par l'autorité palestinienne. Gaza est toujours contrôlée par des gens du Hamas qui ont infiltré la société, qui ont dirigé l'administration, les hôpitaux, qui ont dirigé les ministères. On parle souvent du ministère de la Santé du Hamas qui donne des chiffres sur les morts. C'est le Hamas, ce n'est pas une administration séparée. Le Hamas était un mouvement caritatif en 1987 quand il a été créé par Cheikh Yassine, un religieux activiste issu des frères musulmans qui était également aveugle et qui avait lancé un mouvement caritatif qui en même temps est devenu un mouvement terroriste et qui est devenu un mouvement politique. On est en face d'un mouvement hybride, à la fois caritatif, action humanitaire, c'est comme ça qu'il a pu gagner les cœurs des Palestiniens dès le début, à partir des années 1987, après sa création. Ensuite, mouvement politique, il gagna les élections 20 ans plus tard et il débarrassa Gaza du contrôle de l'autorité palestinienne Manu Militari, mais en gagnant des élections locales. Donc en plus, c'est un mouvement très hybride parce qu'il pratique à la fois le djihadisme, l'action humanitaire, l'action politique, y compris démocratique, puisqu'il a gagné des élections, et en même temps, c'est un mouvement qui est en train de devenir hybride entre le mouvement terroriste et la guérilla, puisqu'il va perdre le contrôle politique qui passe par des élections, puisque tous les pays arabes ont décidé que le Hamas ne ferait plus partie de la solution ni de l'équation. Il pourrait rester comme un groupe dans la société civile, mais pour l'instant, on n'est que dans le début de la première phase. Les otages ne sont pas tous libérés et il y a eu des règlements de compte dans le cadre de tous ces groupuscules qui existent à Gaza. N'oublions pas que 70% des habitants de Gaza sont des anciens réfugiés de l'intérieur, issus d'autres parties de l'actuelle Cisjordanie ou des zones habitées par des Palestiniens qui ont été déplacés au cours des temps. Et 30% sont composés de vieilles familles, de clans, de tribus, qui, eux, ne se sentent pas du tout les mêmes personnes que ces réfugiés palestiniens. Ils n'ont même pas le même parler, ils n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes coutumes. Ce sont des grandes familles, mais on dit famille, et parfois ils sont 10 000, donc c'est plutôt des clans. Et ce sont des clans arabes, et dans ceux qui connaissent le monde arabe, le clan est très important, surtout dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. La tribu est la chose la plus importante, on ne peut pas faire sans tenir compte des tribus. Par exemple, en Irak, quand les Américains ont voulu faire le surge à partir de 2007 pour reprendre le contrôle des partis sunnites de l'Irak, eh bien, ils avaient fait des deals avec des tribus qui étaient passées du jour au lendemain d'Al-Qaïda à la collaboration avec les États-Unis, parce que ces tribus, elles sont dirigées par des chefs tribaux qui font tantôt de la contrebande, tantôt ils s'allient avec Israël, c'est le cas de ceux qui viennent d'être tués par le Hamas, tantôt ils s'allient avec d'autres groupes. Et donc il faut bien comprendre que dans la logique tribale, il n'y a pas d'idéologie vraiment fixe. On peut passer, comme on a vu en Irak ou avec les groupes qui ont subi des représailles du Hamas, on peut passer du jour au lendemain du Hamas, d'Al-Qaïda et tout à coup devenir un supplétif de l'armée israélienne. Et donc, dans ce contexte, le Hamas a procédé à entre 100 et 700 exécutions sommaires de différents groupes qui avaient repris du poil de la bête, qui viennent des vieilles familles. Il faut se mettre à la place de l'acteur, toujours en géopolitique. Ces vieilles familles qui sont les 30% des vrais, entre guillemets, les vrais habitants de Gaza, c'est-à-dire avant les réfugiés d'ailleurs, eh bien, ces vieilles familles n'ont jamais digéré le fait que le Hamas, qui est un mouvement qui a transcendé la logique tribale, qui a essaimé sur des réfugiés qui venaient d'ailleurs, donc qui n'étaient pas enracinés, le Hamas s'est implanté en détrônant le règne local de tribus qui ont toujours eu un pouvoir local, même sous les Ottomans. Et donc, ces tribus, à chaque fois que le Hamas est affaibli ou qu'il y a un espoir pour qu'il soit éradiqué, eh bien, elles reprennent du poil de la bête. Souvent, elles vivent d'activités de contrebande. Il y a eu même des pillages de l'aide humanitaire, à la fois par des groupes du Hamas, mais aussi par un certain nombre de ces clans. Bref, peu après la signature de l'accord, Israël a dû se retirer d'une partie de Gaza, parce que l'armée israélienne reste encore dans une partie de Gaza. Elle s'est retirée dans la dernière partie qu'elle avait conquise récemment, notamment autour de Gaza City. Et dans ce contexte, dans les zones où l'armée israélienne s'est retirée, le Hamas a procédé à de nombreuses exécutions qui ont été assez radicales et qui permettent à Israël de dire que le Hamas n'est pas désarmé, qu'il a violé l'accord et qu'en plus,
le Hamas a procédé, ainsi que le djihad islamique, à des attaques sporadiques contre des membres de l'armée israélienne, avec 2 morts d'ailleurs ces derniers jours. Donc dans ce contexte, Israël dit qu'il a le droit de procéder à des bombardements, et les bombardements continuent. L'accord est violé, mais un accord est fait pour être violé. Il n'y a presque jamais d'exemple d'accord de cessez-le-feu. Je parle avant d'une paix réelle. On n'a jamais d'accord de cessez-le-feu qui soit totalement possible à appliquer dans tous les conflits, dans toutes les médiations quand il y a des guerres civiles ou des conflits comme en Irak ou en Afghanistan. Un cessez-le-feu n'est jamais respecté parfaitement. Ça met du temps. C'est pour ça qu'il est encore trop tôt pour dire que cet accord sur Gaza est définitivement enterré. Il est violé, c'est vrai, des 2 côtés. Il faut bien insister là-dessus. C'est pas que Israël. Les 2 côtés violent l'accord. Mais les 2 côtés, de toute façon, ont des intérêts à violer l'accord. Et des 2 côtés, il y a aussi peut-être une volonté de gagner du temps. N'oublions pas que 500 militaires et anciens de renseignement israéliens avaient signé une pétition à la fin de l'été 2025 pour s'opposer au projet de guerre totale contre le Hamas et de prise de contrôle de tout Gaza par l'armée israélienne. L'armée l'avait fait par contrainte, sur ordre politique. Et donc, c'était une opération extrêmement compliquée et délicate. Alors les uns sont frustrés parce que l'accord imposé par Trump a obligé également Israël à faire des concessions, et Israël s'apprêtait à liquider ce qu'il restait des forces importantes du Hamas et de sa direction qui était à Gaza, autour de Gaza City. Par contre, du point de vue du Hamas, l'échec consiste à faire en sorte que, pour sauver la peau des dirigeants du Hamas qui savent qu'ils n'étaient pas loin d'être tous attrapés par Tsahal, si Tsahal occupait durablement Gaza, forcément les éliminations allaient s'accélérer chaque jour. Mais depuis que le Hamas a dû rendre les otages vivants, ce qu'il change, c'est que Israël n'a pas pu terminer son opération radicale d'éradication du Hamas, mais par contre, Israël maintenant n'a plus les mains liées dans le dos. Il n'y a plus 2 objectifs contradictoires. Jusque octobre 2025, Israël agissait avec 2 objectifs contradictoires. Libérer les otages, ce qui nécessitait d'épargner certains tunnels où sont cachés un certain nombre d'otages vivants et morts. Et donc, même si les carnages étaient impressionnants, et certains parlent de génocide, à mon avis c'est un mot exagéré, mais même si les carnages étaient impressionnants, puisque quand vous voulez déloger des terroristes qui sont cachés dans les hôpitaux, dans des écoles, dans des immeubles avec des civils, forcément, hélas, même si vous avertissez, ce que fait l'armée israélienne, elle essaie d'avertir les populations de déguerpir avant que soient prises pour assaut, pour cible, un certain nombre de positions du Hamas. Bien évidemment, soit elles sont obligées, soit parfois il y a une sorte de culte du martyr. Ces populations civiles restent autour des terroristes qui se cachent, et forcément, il y a un carnage, que ce soit volontaire ou pas, il y a un carnage qui est ce qu'avait dit Petraeus, le grand général Petraeus, qui avait à la fois géré une partie de la stratégie en Irak et en Afghanistan. Il disait, quand vous tuez un terroriste, vous n'en tuez pas un, il y en a 2 de plus, puisque l'indignation provoquée par le fait que des civils sont tués avec les terroristes fait qu'un certain nombre de civils vont vouloir se venger et vont eux-mêmes rentrer dans l'action terroriste. C'est comme ça que le Hamas a renouvelé une partie de ses troupes, puisque cette opération de lutte contre le Hamas depuis octobre 2023 a généré des morts parmi de nombreux civils de Gaza. Ceci dans une logique tribale, dans une logique de la mentalité arabe qui n'est pas la même mentalité que l'Ouest européen, bisounours. On est dans une mentalité, et il n'y a pas de jugement là-dedans, très tribale, très clanique. Eh bien, on doit se venger. Il y a l'honneur. Donc beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément membres des milices du Hamas ont rejoint le Hamas dans une logique « je vais venger le fait que mon oncle, mon frère, ma sœur ont été tués dans des bombardements ». Donc en fait, le Hamas a réussi à renouveler un certain nombre de troupes, mais ce n'est pas la même qualité qu'avant, entre guillemets. Ce n'est pas du tout le même niveau d'entraînement, ce sont des jeunes souvent tout fraîchement recrutés. Donc le Hamas est tout de même amoindri, les stocks d'armes ne sont pas les mêmes, même si l'Iran essaie d'alimenter par toute voie possible, même si c'est plus dur qu'avant. Donc il est certain que, pour conclure, que cet accord de cessez-le-feu est violé et violable. Bien entendu, des 2 côtés, il y a eu des ruptures, des exceptions au cessez-le-feu, voire des violations du cessez-le-feu. Et le Hamas a un problème. C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'il a gagné la politique de communication, le Hamas a gagné une formidable politique de communication. Sur l'image, le Hamas a gagné, parce que bien qu'ayant commis un attentat, un carnage, un pogrom anti-juif terrible le 7 octobre 2023, la représaille qui a suivi a été
absolument insoutenable aux yeux du monde et le Hamas a réussi à faire reparler de la cause palestinienne. Bizarrement, il n'a pas relancé sa cause puisque le mouvement Hamas est abandonné par tous les pays arabes depuis la déclaration de New York, mais le Hamas a réussi à relancer la cause palestinienne en déclenchant un mouvement d'empathie envers les Palestiniens bombardés, ce qui a amené Macron et d'autres à des mesures où le président du Conseil espagnol, Sanchez, a des reconnaissances de l'État d'Israël qui ont beaucoup augmenté par rapport à jadis. On n'a jamais vu autant de pays qui, tout à coup, reconnaissent l'État palestinien alors qu'avant, ils hésitaient. Donc du point de vue de l'image de la guerre de la communication, le Hamas a remporté une bonne partie de l'opération, mais du point de vue tactique et même stratégique, le Hamas est évincé dans sa légitimité d'être un acteur à Gaza. Le Hamas lui-même, pour sauver sa peau, puisqu'il est tout de même sur la sellette, a dû accepter l'idée que bientôt, dans la phase après la guerre, dans la phase de la solution politique, le Hamas a accepté l'idée d'un régime de transition technique qui sera composé de plusieurs personnalités apparemment neutres ou techniques qui peuvent venir de différentes familles et de mouvements qui ne sont pas issus du Hamas, même si certains seront forcément des espions du Hamas, mais officiellement, on va avoir un régime transitoire qui va être autre que le Hamas. Et le Hamas a accepté cette dimension d'être évincé de la future solution politique. Il demande à rester un organe de sécurité, ce qui va poser un problème, puisque tant qu'il n'est pas désarmé, Israël, pour l'instant, ne peut pas agir comme avant. Israël ne peut plus faire une opération de masse d'éradication, puisque Trump a dit « stop ». Mais par contre, Trump, le jour même, où J.D. Vance, son vice-président, qui n'est pas un interventionniste, le jour où J.D. Vance atterrissait à midi le 21 octobre en Israël pour rencontrer un certain nombre de dirigeants, le lendemain de l'arrivée en Israël de Jared Kushner, le beau-fils de M. Trump qui avait négocié les accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis notamment, puis Steve Witkoff, le négociateur en chef à la fois vis-à-vis des Russes et vis-à-vis du dossier israélo-palestinien, ces deux négociateurs sont arrivés pour demander justement à Israël d'être patient, ne recommencez pas tout de suite une opération de masse, gagnons du temps et le but aujourd'hui de Trump, c'est d'essayer de faire tenir un minimum ce cessez-le-feu, mais Trump a quand même averti le 21 octobre, attention, nous sommes en train d'essayer de faire en sorte que le cessez-le-feu dure, que la récupération des derniers otages morts se fasse progressivement, que le Hamas renonce à être armé. Et il a dit, attention, on vous laisse encore quelques temps, mais soyez raisonnables. Si vous continuez à persister à faire des règlements de compte, à attaquer des positions israéliennes et à continuer à vous armer, récemment, on a vu que des armes iraniennes continuaient à parvenir au groupe, au Hamas, et des armes aussi qui viennent de plusieurs réseaux de contrebande, y compris d'autres pays musulmans et notamment vis-à-vis de l'Égypte, où il y a parfois des zones un peu poreuses, notamment par des tunnels ou autres, eh bien, Trump a dit que ce sera un déluge de feu et qu'il ne pourra pas retenir Israël. Donc aujourd'hui, Trump essaie de sauver son accord, donc il retient Israël. Trump a été extrêmement déçu, paraît-il, on n'a aucune preuve, c'est en tout cas ce que l'on dit, par le bombardement du Qatar par Israël, non pas parce qu'il trouve ça moralement pas bien, pas du tout. Il y a une coordination puisqu'il y a une base américaine au Qatar, c'est très difficile de le faire sans avertir les Américains. Je pense qu'ils l'ont su in extremis. Mais ce qui ennuie Trump, c'est pas que l'on bombarde des gens qu'il adore, le Qatar. Le problème, c'est que l'Amérique, aujourd'hui, son deal avec les pays du Golfe, c'est sécurité contre pétrole. Vous gérez vos richesses, on fait ensemble le pétrodollar, et moi je vous protège, parce que vous n'avez pas vraiment d'armée. Et c'est pour ça que les Émirats arabes unis, bien qu'étant très liés à Israël dans les accords d'Abraham, très liés à la France, à l'Occident et à l'Amérique, et l'Arabie saoudite, ont dénoncé le bombardement israélien de Doha, du Qatar, parce qu'ils ont dit, si vous bombardez impunément le Qatar, où il y a une base américaine, et l'Amérique n'intervient pas pour empêcher ce bombardement, ça veut dire que l'Amérique n'est pas capable de tenir promesse, n'est pas capable d'assurer la sécurité, donc pétrole contre sécurité. Donc l'Arabie saoudite, bien que détestant le Qatar, étant à couteau tiré avec les Qataris, il y a eu des crises qui ont duré plusieurs années à la fin des années 2010, eh bien aujourd'hui, ce que pensent les Saoudiens, Trump est notre allié, l'Amérique est notre allié, mais si elle laisse faire ce genre de bombardement
dans une zone où il y a une base américaine, ça veut dire que l'Amérique n'est pas capable de tenir parole et d'assurer la sécurité de ceux avec qui elle a des accords de défense poussés. Et donc ça a incité l'Arabie saoudite tout à coup à accentuer sa collaboration militaire avec le Pakistan, notamment la protection nucléaire pakistanaise, le bouclier nucléaire pakistanais, puisque le Pakistan est le seul pays musulman sunnite, mais même pays musulman à avoir la bombe atomique si on ne compte pas encore l'Iran chiite, et la bombe pakistanaise est considérée comme la bombe saoudienne bis. Et l'armée pakistanaise, de toute façon, a toujours énormément aidé l'armée saoudienne. L'armée saoudienne est composée d'ailleurs de beaucoup de contracteurs, ou de contractuels pakistanais. Donc l'Arabie saoudite n'a plus vraiment confiance envers le bouclier américain, et elle s'est rapprochée du Pakistan ces derniers temps. Pour conclure sur cet accord Gaza-Trump, Gaza-Israël, cet accord est précaire. Il y a des violations de l'accord. La phase 1 n'est même pas terminée. On est très loin de la phase politique. Dans la phase politique, il est prévu que le Hamas soit éjecté, soit remplacé. Par qui ? Par des familles traditionnelles qui sont en train de se faire massacrer par des règlements de compte du Hamas. Ça paraît compliqué. Par l'autorité palestinienne, c'est ce que veulent beaucoup, mais les Israéliens n'en veulent pas. Donc la grande question par Mohamed Dahlan, le fameux leader palestinien gazawite d'origine, qui était le bras droit de Yasser Arafat, qui est réfugié dans les Émirats arabes unis, qui envoie beaucoup d'aide depuis des années. Les Émirats arabes unis sont le premier contributeur humanitaire dans la bande de Gaza, parallèlement à tout ce que font d'autres pays, et bien sûr pas du tout du côté du Hamas, mais les Émirats arabes unis comptent beaucoup à Gaza puisqu'ils sont premiers en fourniture d'aide humanitaire. Et leur homme fort, un Gazawite réfugié dans les Émirats arabes unis, Mohamed Dahlan, pourrait être une solution, mais pour l'instant, il se laisse prier, il se fait prier. Il n'est pas candidat, mais ce serait l'homme favori des Israéliens, des Égyptiens, des Émiratis, des Saoudiens et des Américains, ce qui est tout de même pas mal, sachant le rôle des Égyptiens aujourd'hui dans la négociation. Khalil El-Aya, le négociateur en chef, entre guillemets, du Hamas en exil, qui négocie en Égypte entre les Égyptiens et le Hamas, est à l'œuvre aussi, en essayant de trouver une solution pour la récupération des otages. Mais ce qui est certain, c'est que Trump s'est beaucoup investi dans cet accord, contrairement à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie, contrairement au Pakistan et à l'Inde. Quand Trump s'est réclamé, a dit que c'était grâce à lui qu'il y avait eu des accords ou des protocoles d'accords, parce que pour l'Azerbaïdjan et l'Arménie, cet été, c'était un protocole. On n'est pas du tout dans un accord effectif. C'est quelque chose qui est extrêmement précaire. Mais là, contrairement à ces deux dossiers, Trump s'est quand même beaucoup investi dans cette histoire d'Israël et de Gaza. Mais bien entendu, en essayant de forcer la main aux Saoudiens, aux Émiratis et aux Israéliens pour trouver une solution pour la reconstruction, puisque Trump reste un entrepreneur. Steve Witkoff, son adjoint, est lui-même un entrepreneur de l'immobilier. Il y a un énorme projet qui est assez juteux pour reconstruire Gaza après l'avoir rasé. Ce n'est pas la première fois que les Américains font cela. Ils l'ont fait au Japon, ils l'ont fait en Europe. Ils l'ont fait même en ex-Yougoslavie. Les bombes étaient encore fumantes que des agents de l'immobilier, du real estate américain étaient déjà en train de signer des contrats après la guerre du Kosovo pour reconstruire une partie de ce qui avait été bombardé. Donc le projet Trump, c'est bien sûr un projet essentiellement économique, la Riviera, faire de Gaza une zone de développement technologique et aussi une zone de real estate, d'immobilier, mais aussi, n'oublions pas qu'il y a du gaz à Gaza, la fameuse bande de gaz offshore Gaza Marina, au large de Gaza. Et le problème pour Gaza, c'est qu'Israël a la souveraineté maritime et la souveraineté aussi du ciel. En fait, même si l'État palestinien se réunifiait, Gaza plus la Cisjordanie, avec une nouvelle direction qui serait soit celle de l'autorité palestinienne renouvelée avec un successeur de Mahmoud Hamas, soit des familles qu'on aurait mis en place dans le cadre d'une solution technique qui aurait été acceptée par le Hamas et par d'autres groupes et qui aurait été plus ou moins inclusive, ou alors par dernière solution, si les résultats n'arrivent pas assez vite, l'idée de Trump, c'est aujourd'hui d'intervenir directement et indirectement. Il a dit qu'il a commencé à convaincre un certain nombre de partenaires occidentaux et arabes d'envoyer des forces de maintien de la paix qui obligeraient le Hamas à accélérer cette transition et le fait de déposer les armes. Alors on voit la difficulté au Liban
de faire accepter le cessez-le-feu également poussé par Trump visant à désarmer progressivement le Hezbollah qui refuse en prétextant qu'Israël continue lui-même à violer l'accord. Eh bien là, c'est un peu pareil. Tous les prétextes seront trouvés, mais il y a tout de même un chemin. Il y a tout de même une direction qui va quand même plutôt dans le sens de la déconfliction. Ça va être extrêmement long, à mon avis. Ça va mettre plus que des mois, probablement au moins 6 mois, voire 1 an, pour rien que la première phase. Le désarmement du Hamas va être remis en question un certain nombre de fois. Le Hamas va voir si Israël répond massivement. Il va tester les réactions. Il va continuer à être armé pour pouvoir peser dans une négociation, parce que dans une négociation, si vous êtes désarmé, vous finissez comme les harkis. Être désarmé n'est jamais bon en pleine négociation. Donc un mouvement comme ça, pour accepter le désarmement, il faudra des garanties extrêmement fortes. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Il est trop tôt pour dire que l'accord conclu sous pression de Trump avec Jared Kushner, Steve Witkoff et d'autres, il est beaucoup trop tôt pour dire qu'il est raté. Mais ce qui est certain, c'est que le Hamas a gagné la bataille de l'image, pas pour lui, mais pour la Palestine qui a été réhabilitée. La cause palestinienne qui avait été oubliée avec les accords d'Abraham est revenue sur le devant de la scène. C'était le calcul des dirigeants du Hamas, notamment Yahya Sinwar, qui l'avait lui-même dit. Mais d'un point de vue tactique et stratégique, il est faux de dire que le Hamas est entier. Le Hamas a énormément subi de pertes. Il montre beaucoup de miliciens en uniforme et masqués, mais on ne connaît pas le degré de recrutement, de formation. La qualité n'est pas là, le nombre n'est pas là non plus. Et les armes, les stocks, beaucoup de stocks, comme pour le Hezbollah d'ailleurs, du Hamas ont été détruits. Israël a un avantage, même s'il a l'air d'avoir perdu, puisque l'opération a été cassée en plein vol, si j'ose dire, par l'intervention de Trump qui a dit maintenant ça suffit, même vous, mes amis israéliens, je vous demande d'arrêter, enfin je vous donne l'ordre d'arrêter, sinon j'arrête de livrer un certain nombre d'armes que seule l'Amérique livre à Israël. Donc Israël a dû obtempérer, comme pour le Hezbollah en 2006, au moment où Israël était en train de lancer une opération très ambitieuse d'éradication. Il se trouve empêché par des pressions, y compris de ses alliés. Ça paraît être un échec, mais Israël rappelle chaque jour que maintenant que les otages sont libérés, s'il doit retourner à Gaza dans le cadre d'une violation par le Hamas ou de ce que Israël appellera une violation par le Hamas de l'accord, Israël n'aura plus les mains ficelées dans le dos. Il va pouvoir attaquer extrêmement fort. Et comme il a occupé un certain nombre de jours, quelques semaines, l'essentiel de tout le territoire de Gaza, même s'il a dû se retirer, eh bien, il a fait des repérages. Et aujourd'hui, Tsahal est beaucoup plus à même de frapper de manière très précise et extrêmement violente les poches du Hamas qui sont encore qui sont encore entières, notamment qui sont cachées autour de Gaza City. En ce qui concerne l'Ukraine, alors là, c'est un dossier, bien sûr, extrêmement différent, encore peut-être pas plus complexe, mais beaucoup plus lourd à porter, étant donné son ampleur. Mais c'est un coup intéressant qu'a joué Trump. On est habitué. La presse disait depuis quelques jours, avant la réunion Trump-Zelensky à la Maison-Blanche et avant le coup de fil de 2h30 entre Trump et Poutine, qui a juste précédé l'arrivée de Zelensky aux États-Unis, eh bien, nous étions dans une phase dans laquelle, depuis plusieurs semaines, depuis que Trump avait dit « je suis très déçu par Poutine, nous allons employer les armes lourdes, nous allons peut-être vendre les fameux Tomahawk », vous savez, cette arme extrêmement précise, mais qui en fait est très ancienne et qui est beaucoup plus facile à intercepter par les S-300 et les S-400 russes que d'autres systèmes d'armes, y compris des missiles Storm Shadow ou des canons César français. Mais on parle beaucoup de cette arme parce qu'elle est extrêmement précise, elle peut aller très loin, jusqu'à 2500 km. Mais par contre, elle est relativement, je dis bien relativement facile à intercepter par les défenses antiaériennes russes. Ça n'aurait pas été un game changer pour une raison très simple. Ce que demandait Zelensky, on reviendra sur Budapest et la rencontre Trump-Poutine, mais ce que demandait Zelensky, c'était la livraison de nombreux Tomahawk. Les Tomahawk pourraient être un game changer s'ils étaient livrés par centaines. Or, l'Amérique, même si elle en a peut-être un stock de 4000, elle veut les garder pour elle. Elle en a utilisé quand même pas mal depuis un certain nombre d'années sur plusieurs fronts. Les Tomahawk, en tout cas, ce n'est pas uniquement le stock, elle pourrait en livrer
10, 20, 30 assez facilement, mais ce ne serait pas un game changer. Les Tomahawk pourraient être un game changer à partir peut-être un peu comme en Afghanistan quand la CIA avait fait livrer 1000 missiles Stinger aux Moudjahidines. Il faudrait à peu près 1 millier au moins pour que ça soit véritablement quelque chose qui puisse faire vaciller non pas la Russie, mais les troupes russes en Ukraine, ce qui est très différent. Faire vaciller la Russie, c'est autre chose. Donc, M. Trump a refusé de livrer ces Tomahawks. Il avait, dans une logique de négociation qui n'est pas stupide, il laissait le doute pour essayer de faire plier Poutine. D'ailleurs, lui-même s'est vanté, et beaucoup d'Occidentaux ont dit, si M. Poutine a proposé un rendez-vous à Budapest, ce qui n'est pas certain, on dit que c'est Poutine, mais c'est peut-être Trump qui l'a proposé. En tout cas, pour sauver la face, les Occidentaux disent le rendez-vous à Budapest, le lieu de la ville, la capitale hongroise, qui a donné son nom au mémorandum de Budapest de 1994, qui n'est pas un accord de droit international, contrairement à ce qu'on croit. Ça n'a pas la force d'un accord. C'est un mémorandum qui est beaucoup moins contraignant, enfin qui n'est pas contraignant comme un traité international, mais cet accord de Budapest prévoyait la remise des arsenaux nucléaires des pays ex-soviétiques en échange notamment de la reconnaissance de l'Ukraine comme un État souverain, mais à condition de rester un État neutre. Ce que la Russie pense que l'Ukraine a violé, mais à l'époque, c'était... On parle souvent de ce mémorandum de Budapest pour dire que c'est l'accord qui a donné naissance à la pleine souveraineté de l'Ukraine, alors qu'en réalité, le véritable accord, qui lui est un accord, un traité international, qui a donné de la souveraineté à l'Ukraine, c'est le traité d'amitié Russie-Ukraine de 1997, qui lui crée véritablement l'autonomisation stratégique pleine de l'Ukraine par rapport à son ancien État souverain qui était la Russie post-soviétique, puisque la Russie, État successeur de l'Union soviétique, a accordé en tant que Russie, donc après l'Union soviétique, l'indépendance à un État, l'Ukraine, à certaines conditions, notamment des conditions de neutralité, et que l'Ukraine ne devienne jamais un avant-poste d'une arme ennemie contre la Russie. Ce que la Russie pense que Kiev a violé. Mais là, c'est un autre débat. Donc on revient à Budapest. C'est un coup très très bon de la part de Orban, qui du coup, alors qu'il était l'homme malade de l'Europe, le paria, le leader populiste le plus conspué par Bruxelles et par les capitales occidentales atlantistes, c'est M. Orban qui revient en force. Orban, c'est pas n'importe qui, c'est le seul populiste que M. Trump a toujours lu et cité comme une référence absolue. Trump ne cite pas énormément d'hommes politiques, d'États moyens ou petits, c'est pas trop son habitude de se montrer presque en disciple. La seule personne que Trump a très souvent citée avant de revenir au pouvoir comme quelqu'un qui était un exemple pour lui d'un point de vue idéologique et politique, c'est Orban. Et d'un point de vue également géopolitique, avec ce réalisme. Orban n'est pas du tout pro-russe, mais ce réalisme qui consiste à dire « moi, je n'ai aucun intérêt à me brouiller avec un voisin, je n'ai aucun intérêt à être en guerre avec la Russie, mon gaz qui me permet de survivre, je n'ai pas d'autonomie énergétique, le gaz le plus sûr et le meilleur marché vient de Russie. Pour moi, les sanctions ne veulent pas dire harakiri. On peut faire des sanctions douces, condamner l'invasion de l'Ukraine. Ce que Budapest a fait, ça ne veut pas dire des autosanctions qui vont faire de moi le dindon de la farce. Je ne veux pas faire comme les capitales européennes qui vont être en fait victimes d'autosanctions qui vont les plomber encore plus qu'elles ne plombent la Russie. Ça, c'est la vraie position de Budapest. Et surtout, Budapest, c'est une capitale qui prône un arrangement global avec la Russie et qui est aux antipodes, même si la Hongrie fait partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc ce n'est pas un pays anti-OTAN, mais c'est un pays qui a une vision neutraliste, bien que faisant partie des alliances UE et OTAN. Et donc pour M. Trump et pour M. Orban, c'est un pied de nez également à la soi-disant coalition des volontaires, à ces capitales européennes qui, depuis que Trump a rencontré M. Poutine à Anchorage durant l'été, le 15 août, durant l'été 2025, les Européens ont été extrêmement frustrés, comme le Deep State américain, comme l'armée américaine. Une grande partie de l'armée est très interventionniste, comme les néocons ont été extrêmement frustrés, les démocrates, les amis de Obama et surtout de Biden et de Kamala Harris, extrêmement frustrés. Londres, qui est un des grands initiateurs de la guerre en Ukraine, puisque c'est Londres qui avait empêché Zelensky de signer un accord en 2022, en avril 2022, avec la Russie. Londres est extrêmement frustré. Et bien sûr, Paris, peut-être moins sincèrement que Londres, parce que Londres a toujours un intérêt à ce que l'Europe soit coupée de la Russie. Londres,
l'Angleterre est le pays qui, depuis 1904, la carte du Heartland de Mackinder, a toujours conçu une Europe divisée et une coupure entre l'Europe de l'Ouest et la Russie comme condition de la puissance anglaise. Donc Londres est la capitale non slave qui a le plus intérêt à ce que le malentendu, le conflit, l'antagonisme soit extrêmement durable entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Donc Londres a été très frustré, mais aussi M. Merz en Allemagne, qui, contrairement à Mme Merkel, est beaucoup moins dans l'équilibre. Merkel n'était pas pro-russe, mais elle connaissait très bien les Russes. Elle a été secrétaire générale du Parti communiste en Allemagne de l'Est lorsqu'elle était des jeunesses communistes. Elle a parfaitement connu, y compris les services russes. Donc elle a été un moment proche et même membre, partie prenante de ce monde soviétique. Ensuite, elle est devenue une social-libérale du centre droit allemand. Elle a une position assez d'équilibriste, comme Jacques Chirac à l'époque, qui voulait être à la fois en bon rapport avec les États-Unis, mais en très bon rapport également avec Poutine. Récemment, Mme Merkel a reconnu que sous son mandat, eh bien, c'était les Polonais et les pays baltes qui ont poussé avec les Anglais et les Américains à la non-application de Minsk, même si les Américains n'étaient pas concernés, mais elle dit que ce sont les capitales les plus atlantistes, les plus anti-russes, qui ont poussé à la confliction et au refus de la déconfliction, qui ont poussé à une montée en puissance de la guerre, puisque les accords de Minsk, s'ils avaient été appliqués, il est possible, c'est pas certain, qu'il est possible que la guerre, en tout cas après la Crimée, sans parler de la Crimée, que la poursuite de la guerre dans le Donbass, avec l'annexion russe, il est possible qu'elle aurait été éviter. Donc pour revenir à Budapest, c'est un pied de nez contre cette diplomatie atlantiste ouest-européenne qui consiste à ne pas être réaliste et à trouver immoral un arrangement de territoire avec la Russie. Mais c'est une position de principe qui n'est pas réaliste puisque tout le monde sait qu'il y aura des arrangements de territoire. Macron lui-même, dans la coalition des volontaires, il annonce des troupes en Ukraine, loin du front, 35 000, 40 000, 50 000 maximum, une fois qu'il y aura la paix. Ça veut dire que même ces Européens qui montrent les muscles, qui trouvent immoral un arrangement de territoire, qui disent que seul Zelensky peut décider d'une partition de son pays, qu'un arrangement Trump-Poutine qui laisserait 20% du territoire ukrainien aux Russes serait tout à fait immoral, qu'ils vont refuser. Tout ça, c'est de la communication, puisque dans les faits, lorsque les Européens les plus atlantistes, les plus favorables à soutenir les éléments les plus durs de Kiev, disent qu'ils enverront des troupes une fois la paix instaurée et loin du front, c'est un aveu finalement qu'ils vont accompagner le plan Trump. D'ailleurs, bien qu'humilié par cette rencontre, qui est un vrai pied de nez, à Budapest, quand même la capitale la plus honnie de l'Union européenne par la nomenclatura de Bruxelles et par le mainstream ouest européen, et bien tout de même, cette rencontre, elle peut aboutir sur peut-être un chemin vers la paix, puisque qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir la paix en Ukraine ? Eh bien, il faut un arrangement de sécurité qui ne se limite pas à dire les troupes russes arrêtent de bombarder l'Ukraine et vont vers la signature d'un traité de paix en échange du fait que 20% du territoire est donné à la Russie, que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN et qu'elle n'abritera pas des systèmes d'armes et qu'elle reconnaîtra l'usage de la langue russe pour les russophones qui sont également nombreux dans le centre même de la partie non occupée. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, pour faire la paix, il ne suffit pas de faire un arrangement territorial. Il faut un accord global qui mette sur la table les questions de sécurité continentale, les arrangements de sécurité continentale, les sphères d'influence, là où il y aura des antimissiles ou pas, les zones où pourront s'étendre des systèmes d'armes de l'OTAN ou pas. Ce n'est pas un retrait de certains pays de l'OTAN, ce n'est pas ce que demande la Russie, mais depuis des années, notamment depuis un ultimatum qui avait été sous forme de mémorandum, enfin de proposition de mémorandum, juste avant la guerre en Ukraine, juste avant 2022, à la fin 2021, les Russes avaient proposé un énorme deal, un énorme arrangement de sécurité, un accord, des propositions pour arriver à un accord sur les deux empires, l'empire russe et l'empire atlantiste, américano-atlantiste. Quelles sont les zones d'influence, les sphères sauvegardées, les sphères d'influence les plus privilégiées, quelles sont les doctrines Monroe de chacun, jusqu'où se trouve la zone qui est ma zone et où s'arrête une zone tampon, où commence ensuite la zone de l'autre, des partages de zones d'influence. C'est ça que voulait vraiment la Russie. Et aujourd'hui, Budapest, avec M. Orban,
est une des rares capitales, en dehors de capitales du monde multipolaire, en dehors de pays comme la Chine ou comme les Émirats ou l'Arabie Saoudite ou même la Turquie ou l'Inde. Budapest est la seule capitale d'un pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne qui soit multipolariste et qui accepte ce type de discussion autour de la reconfiguration des systèmes de défense et de sécurité des pays qui composent le continent européen. Et c'est uniquement si on accepte d'aborder cette dimension qui dépasse l'Ukraine, qui va beaucoup plus loin que l'Ukraine, qui est globale. Hein, en gros, ce que veulent les Russes et les pragmatiques américains et les Hongrois, c'est une zone OTAN atlantiste pro-américaine, une zone neutre, des zones tampons, des pays tampons qui devront rester neutres et qui seront une sorte de coussin entre les forces atlantistes et de l'autre côté l'Empire russe qui veut sa propre zone, sa propre doctrine Monroe, et à condition qu'un tel partage du monde, une sorte de nouveau Yalta, soit négocié de manière extrêmement pragmatique, ce qui prendra du temps, ce qui sera compliqué puisque même Trump ne va pas tout lâcher selon les demandes des Russes, ça va être extrêmement compliqué. Seule une capitale pragmatique, multipolariste, qui ne mettra pas de moralisme et de principes fixes là-dedans pourra aider à œuvrer dans ce sens. Mais Budapest ne pourra pas, à lui tout seul, bien entendu, régler le problème. C'est une capitale qui va remplacer la Suisse. Ça aurait été, normalement, c'est la Suisse qui aurait dû accueillir depuis très longtemps des sommets Poutine-Trump, mais les souverainistes suisses le déplorent, justement, ce sera ma conclusion. Aujourd'hui, la neutralité suisse elle-même, comme le principe de neutralité a été dénoncé depuis un certain nombre d'années par les atlantistes qui disent que la neutralité, en fait, c'est le pétinisme, c'est le nouveau Munich, c'est en fait négocier avec le diable. En Suisse, c'est cette moralisation de la vie politique, pas au sens noble, mais au sens on met de la morale et de la rigidité, là où en fait il ne doit y avoir que des deals, des arrangements extrêmement pragmatiques. Eh bien, la Suisse, pris dans cette mode de la déneutralisation, elle ne dit pas qu'elle n'est plus neutre, mais maintenant, la doctrine officielle du gouvernement suisse, c'est la neutralité active. C'est-à-dire, c'est plus une vraie neutralité comme jadis, où la Suisse est toujours restée extrêmement neutre, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la Suisse ne veut plus jouer ce rôle. Elle dit qu'elle est tout de même d'un bord plus qu'un autre. Et aujourd'hui, paradoxalement, ce n'est pas un pays non membre de l'Union européenne, la Suisse, et qui est un pays neutre, qui accueille ce sommet Poutine-Trump. C'est un pays membre de l'UE et membre de l'OTAN, la Hongrie, mais qui a un dirigeant en son sein multipolariste qui va remplacer la Suisse comme pays où deux forces totalement distinctes, puisque Zelensky sera peut-être invité au Congrès, à la réunion de Budapest séparément. Il va parler avec, pas Poutine directement, mais avec des émissaires, et il va parler avec Trump, et les émissaires de Trump parleront avec Poutine, mais probablement c'est Budapest aujourd'hui qui va remplacer la Suisse, qui aurait dû jouer ce rôle, mais qui prise dans cet élan de moralisme et de manichéisme, ne veut plus jouer le rôle qu'elle a toujours joué, qui était le rôle d'un pays neutre qui abrite des congrès, qui abrite des sommets où normalement tout le monde peut se rencontrer.